Au chapitre défense, les 3 meilleurs détachements qui ont participé au défilé du 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire ont été distingués par l'état-major. Un prix a même été institué pour promouvoir l'excellence au sein des forces militaires. L'excellence également célébrée au niveau de l'éducation nationale. On ira donc sur les traces de 3 modèles d'excellence et de persévérance, 3 modèles admis au bac 2016, des élèves de 14 ans et de 15 ans et un homme de plus de 50 ans. En Turquie, un attentat contre un mariage fait au moins 50 morts dans le sud du pays. Le président Erdogan accuse l'organisation État islamique. Abidjan, dimanche 21 août, bonjour. Bonjour à tous. Des réformes dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parmi ces réformes, l'uniforme pour les apprenants. Le projet prend effet cette rentrée. Pour en parler, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi, est avec nous ce dimanche. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Dans quelques instants, nous allons échanger sur votre vision pour redynamiser votre système de formation. Mais avant, on s'intéresse à ces 3 détachements qui ont participé au défilé de l'indépendance le 7 août dernier. L'École nationale de police, le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo et le détachement féminin des eaux et forêts ont été récompensés par l'état-major général pour la qualité de leur défilé. Abou Sanogo. L'École nationale de police, le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo et le détachement féminin des eaux et forêts sont les lauréats du prix du défilé du 7 août. Un prix institué par le Haut Commandement des forces républicaines de Côte d'Ivoire et qui couronne la meilleure prestation des meilleurs détachements lors de ce défilé. Il vise à susciter l'émulation entre les unités participantes au défilé à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et à promouvoir l'excellence au sein des forces militaires et paramilitaires. C'est dans ce cadre qu'une commission de notation de la prestation des unités et détachements composée de toutes les entités qui ont participé au défilé du 7 août a été mise sur pied. Ont été prises en compte l'alignement dans les rangs, l'alignement dans les colonnes, la correction de la tenue, la distance entre les unités, le salut, l'attaque du sol par le talon, le balancement des bras et le maintien de la cadence. À l'issue de la délibération, l'École nationale de police a remporté le 1er prix, suivi du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo et du détachement féminin des eaux et forêts. Les lauréats ont reçu les félicitations du général Sékou Touré. Les prix que vous venez de recevoir témoignent de votre ardeur au travail, de votre abnégation, de votre rigueur. Soyez-en fiers et je vous exhorte à perdurer dans cette voie. Je tiens à féliciter l'ensemble des détachements qui ont pris part au défilé pour leur remarquable prestation qui a rehaussé l'éclat des festivités du 7 août passé. 5000 militaires et paramilitaires ont été mobilisés pour le défilé du dimanche 7 août sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. L'excellence aussi célébrée au niveau de l'éducation nationale. 3 modèles d'excellence et de persévérance. Ces 3 modèles ont été admis au bac. Elvire, 15 ans, bac série A2, sans passer par la classe de terminale. Parian, 14 ans, il a obtenu le bac D. Et Daniel, la cinquantaine, a passé avec succès l'épreuve du bac technique artistique. Franck Wadio les a rencontrés. Regardez. Belle journée pour profiter de ses vacances. Parian peut se le permettre. Le jeune garçon est plus que doué. Il est nouveau bachelier, 2016 à série D, à 14 ans. Je bossais de 18h jusqu'à 21h avec mes maîtres de maison. Quand ils vont, j'étudie jusqu'à 23h. Je vais dormir et puis je peux me réveiller aux environs de 4h pour réviser ce que je n'ai pas bien compris et partir encore au prépa-bac. Un travail acharné qui a payé. Un exemple suivi par Elvire. Cette adolescente de 15 ans a un parcours quelque peu différent. Elle, c'est le bac A2 obtenu à Yamoussoukro alors qu'elle est encore en classe de première. J'ai d'abord regardé la situation de ma maman parce que vraiment, c'est pas facile. J'ai décidé d'anticiper le bac pour lui faciliter la tâche, quoi. Venue passer les vacances chez sa tante à Yopougon, Elvire abandonne difficilement le stylo. Sa mère, Dame Hiro, ne cache pas sa fierté.
sa fille a dû batailler. Elle est orientée à Yamoussoukro après le BEPC il y a 2 ans. Sûre de son projet, elle convainc son professeur de français qui facilite son adaptation au programme de la terminale cette année. Je faisais les cours de renforcement en philo et après l'année scolaire 2015-2016, j'ai commencé le prépa bac. Là-bas, on faisait français, anglais, allemand, histoire géo et mathématiques. Donc, je suivais les cours jusqu'à ce que ça finisse et jusqu'à ce que l'examen arrive. Un examen conclu avec succès. 224 points sans être passé par la terminale. C'est un encadreur fier, venu spécialement de Yamoussoukro, féliciter son élève. Pas évident. Au départ, j'avais eu peur. J'ai pensé qu'elle n'allait pas pouvoir tenir le coup. Mais en fin d'année, j'ai été satisfait. Un succès qui ouvre de nouvelles perspectives et quelques inquiétudes pour parents et encadreurs préoccupés par son orientation dans l'enseignement supérieur, vu son jeune âge et sa qualité de candidat libre. À Cocody, un autre état d'esprit chez cet autre bachelier, peu ordinaire. Daniel, la cinquantaine, comédien bien connu, a décidé de passer à nouveau le baccalauréat artistique et l'initiative a été couronnée de succès. Combien d'années après, je reviens, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je ne peux pas faire les études jusqu'en terminale sans avoir obtenu le bac. Personnellement, ça me gêne. J'ai avec les élèves inscrits régulièrement à l'INSAC, les élèves de terminale, qui sont aussi candidats comme moi. Et donc, nous avons travaillé ensemble. Le baccalauréat, le comédien dit l'avoir retenté après un premier échec en 1993 pour montrer qu'à force de persévérance, rien n'est impossible. Des bacheliers aux itinéraires bien différents, mais qui au final ont pour unique similitude le mérite. En milieu scolaire, justement, les grossesses précoces ont baissé de 25%. Information donnée par la direction de la mutualité et des œuvres sociales qui a rappelé les points forts de la campagne de lutte contre les grossesses à l'école. Emmanuel Niamé. Lancée en février 2014, la campagne Zéro grossesse à l'école a permis au ministère de l'Éducation nationale de passer de 5073 à 3828 cas de grossesse enregistrés dans les écoles primaires et secondaires, soit une baisse de 25%. Et la baisse la plus significative, selon la directrice de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire d'EMOS, c'est dans le cycle primaire. En effet, à l'école primaire, les chiffres sont passés de 1137 cas en 2014 à seulement 145 cas en fin 2015. On sensibilise tout ce monde-là pour que tout l'environnement scolaire prenne conscience de ce fléau-là qui annule pratiquement les efforts du gouvernement pour la scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. La directrice de la DEMOS ajoute aussi que les mesures administratives et pédagogiques, voire judiciaires, prises par le ministre Kandia Kamara ont permis à cette campagne de lutte d'avancer avec succès. À ce titre, souligne Dr Joséphine Yéné Ouattara, les auteurs de ces grossesses précoces, notamment ceux issus du système éducatif, ont écopé de peines d'emprisonnement sévères allant de 3 mois à 10 ans. Comme mesure d'accompagnement, le gouvernement, au cours du Conseil des ministres du 3 août dernier, a soutenu poursuivre la construction de collèges de proximité et de lycées de jeunes filles, de même que l'extension des cantines scolaires au secondaire, en vue de réduire les risques de grossesse non désirées en milieu scolaire. Et dans la même veine, terminer les travaux de la cantine scolaire avant la rentrée et les travaux de construction du centre de santé, les cadres de la région du Hambol-Siatel, précisément à Nango-Nieka, dans le département de Niakara-Madougou, la localité Amos, son développement. Reportage Soro Corona. Regardez. Finition de la cantine scolaire pour accroître le taux de scolarisation et la construction d'un centre de santé intégré pour des soins de proximité. 2 infrastructures de base chères aux populations de Nango-Nieka, village de la sous-préfecture de Niakara. Les travaux de ces projets ont été lancés au cours d'une journée de développement et de cohésion sociale, des réalisations qui viendront impulser le développement dans ce village. Ce village qui, heureusement, bénéficie de l'électricité. Cette journée de développement et de cohésion sociale est soutenue par des cadres et des structures de la région du Hambol.
Les cadres en appellent à l'Union pour mettre en valeur les atouts agricoles et culturels de Nangonié Ka, toutes choses nécessaires pour son développement. Khalil Konaté, parrain de cette journée, est revenu sur les avantages d'un centre de santé de proximité et d'une cantine scolaire dans un village. Khalil Konaté a exhorté les filles et fils de Nangonié Ka à cultiver la fraternité, gage de tout développement harmonieux. Cette journée de développement et de cohésion sociale a été ponctuée par une rencontre de football. Le sport est un facteur de cohésion et de rassemblement. Le village de Tchedjelé est situé à 7 km de Gagnoa. Ce village est reconnaissant au chef de l'État pour ses actions de développement. Parmi ces actions, la construction d'une école primaire avec logement de maître. L'ouvrage réalisé dans le cadre du PPU, Programme présidentiel d'urgence, a coûté plus de 223 millions de francs CFA. Cérémonie d'inauguration avec Mahama Traoré et Abou Sanogo. 30 septembre 2014, une tornade dévastatrice emporte la toiture d'une partie de l'école primaire du village de Tchedjelé, situé près de Gagnoa. Informé de ce drame, le programme présidentiel d'urgence, PPU, s'est saisi du dossier. Mieux qu'une réhabilitation, Tchedjelé bénéficiera quelques mois plus tard d'un nouvel ouvrage scolaire. Il comprend un bâtiment flambant neuf de 6 classes, une maternelle et 6 logements pour enseignants. Le tout pour un coût global de plus de 223 millions de francs CFA. À la cérémonie de remise des clés ce vendredi, élus, cadres et autorités coutumières n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à l'initiateur du PPU, le président de la République Alassane Ouattara, à qui le village a offert un bœuf. Monsieur le ministre André Luta Tablé, vous voudrez bien traduire au chef de l'État l'expression de toute notre reconnaissance et de notre infinie gratitude. Il a donné sans compter. Je voudrais exprimer la profonde gratitude de tout Gagnoa au président Alassane Ouattara. Je voudrais dire merci au président au nom de toute la population du Go et que le don qu'il vient de faire a été apprécié à sa juste valeur par la population du Go. Parrain de cette cérémonie, le ministre des Eaux et Forêts en a profité pour appeler à l'union des ressortissants de la région du Go. Une union qui sera pourvoyeuse d'actions de développement en faveur de cette région. Nous pensons que si nous nous comportons comme des républicains normaux, il n'y a pas de raison que ces choses-là ne viennent pas encore en plus grand. Vous avez vu, le chef de l'État est venu ici il y a 1 an, bientôt, et aussitôt après son départ, nous avons obtenu toute la ville goudronnée, la résidence présidentielle a été réparée, la préfecture a été refaite, donc tout ça sont des signes encourageants. C'est donc la réconciliation qui se fait dans les infrastructures. Donc nous en sommes fiers. Ouverte en 1972, l'école primaire de Tchedjelé compte à ce jour plus de 300 élèves. Elle abrite en son sein une chorale, première lauréate du concours national pour son champ de sensibilisation au civisme fiscal. Belle ambiance. La réconciliation dans les infrastructures, vous l'avez entendu, le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus, également dans le Tonkouy. En tant que fils de la région, il a inauguré une série d'infrastructures de base. Il s'agit de centres de santé et de salles de classe dans le département de Benouin. Le ministre en a profité pour exhorter la population à la scolarisation des enfants et de la jeune fille. Thomas Gessambi. De Mlonguiné à Diamapleu, en passant par Glaipleu, Goulaleu et Gangleu, la joie était au rendez-vous en ce mois d'août, celle de voir toutes ces localités de la région du Tonkouy dans l'ouest ivoirien sortir peu à peu du sous-développement et de son corollaire de pauvreté. Un nouveau dispensaire et des salles de classe réalisés par le conseil régional du Tonkouy. Pour ses bons qualitatifs, Albert Mabry-Touakeus, fils de la région, a tenu à être présent, mais aussi pour passer un message. Le ministre y a exhorté les populations à fréquenter ces centres de santé et à scolariser leurs enfants. Dans la dynamique, Albert Mabry-Touakeus a procédé à bien d'autres inaugurations et de poses de première pierre pour la construction d'autres établissements sanitaires, scolaires et des logements d'infirmiers et de sages-femmes dans plusieurs autres villages de Benouin.
Pour encourager l'excellence académique, le ministre des Affaires étrangères a remis des prix aux meilleurs élèves de Zonhounien, un département de la région du Tampi. Et après la marche de protestation contre la CIE le 22 juillet dernier, le directeur général de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la SODECI, remobilise ses agents. Il était à Bouaké pour encourager les agents à travailler davantage. Le directeur général de la SODECI a visité les infrastructures sur place. Reportage Walter Amadou Ouattara. Échanges avec le personnel, puis visite des sites saccagés et pillés ont constitué l'essentiel de la mission de terrain du directeur général de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, SODECI. Basile Eba est venu à Bouaké pour voir de plus près les conséquences de la violente manifestation de mécontentement d'une partie de la population contre la CIE. Manifestation qui a eu un impact négatif sur les services administratifs et techniques de la direction régionale de la SODECI. Le constat est clair, il faut réhabiliter les infrastructures et les rééquiper. Nous sommes venus ici d'abord pour apporter notre soutien et notre compassion à nos collaborateurs restés sur place et puis constater, n'est-ce pas, l'ampleur des dégâts pour prendre rapidement les mesures permettant, disons, de remettre à niveau très rapidement ces installations. Cette mission du directeur général de la SODECI à Bouaké a aussi été mise à profit pour remonter le moral des agents et les remobiliser afin qu'ils continuent de produire un travail de qualité. Le délégué du personnel semble bien avoir perçu le message de sa direction générale. Le soutien de la direction régionale, ça ne peut que nous réconforter, ça ne peut que nous donner de la vigueur pour reprendre le service. On ne peut pas priver la population de l'eau parce que nous sommes aussi consommateurs. La visite et l'explication du mode de fonctionnement du guichet de la SODECI au quartier Air France 1, édifice qui abrite en ce moment les services concentrés et minimum de la direction régionale de Bouaké, ont ponctué cette mission de remobilisation des agents de la SODECI après les événements du 22 juillet dernier. Le village de Gwatifla, commune de Zionoula, veut aussi amorcer son développement. À cette occasion, une journée socio-culturelle est organisée, nous dit Kader Sogodogo. L'union fait la force. Cet adage, les populations gouro originaires de Gwatifla, village communal de Zionoula, l'ont bien compris. Elles ont décidé de se mettre ensemble au sein d'une association, la mutuelle des ressortissants de Gwatifla, Murogo. Pour ses vacances scolaires, la Murogo a battu le rappel des filles et fils du village. Au cours d'une journée socio-culturelle, des consultations médicales avec remise gratuite de médicaments, une sensibilisation sur le planning familial et surtout une conférence sur les actions communautaires pour le village en milieu rural ont été initiées. Nous voulons aider nos parents parce que l'honneur leur revient. C'est eux qui nous ont mis à l'école. Si aujourd'hui, nous sommes quelque part, il faut qu'on pense à nos parents. L'action de la Murogo est soutenue par la chefferie et les cadres de ce village. Bon, c'est une satisfaction pour moi. Je demande le développement de mon village et je suis content de ce que mes enfants en font. Entre frères, on s'était rendu compte qu'ailleurs on voyait beaucoup de choses. On a vu du monde, on a vu comment des villages ont pu se développer par la volonté même des enfants du village. Et on s'est rendu compte qu'on était un certain nombre qui pouvaient apporter tout ce que nous avions appris ailleurs auprès de nos parents. L'éducation va occuper une place importante dans le développement de ce village de plus de 4000 âmes. À cet effet, les meilleurs écoliers de Gwatifla ont reçu des prix. En outre, la Murogo a entamé la construction du bureau du directeur de l'école primaire publique du village. Une condition pour que le village soit retenu comme centre d'examen au CEPE et à l'entrée en 6e. Autre sujet, c'est l'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. C'est le thème retenu pour la 6e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques tenues à San Pedro. Le commentaire d'Honorine Aingori. 6e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture à San Pedro. Les assises ont démarré récemment. Il s'agit d'intégrer les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, telles qu'établies lors de la COP21 à Paris. Cette édition servira de cadre de réflexion sur les moyens de combiner la performance de l'agriculture africaine et ivoirienne. Il faut compter avec les exigences qu'imposent les questions environnementales.
Ces journées prévoient la participation de différents acteurs du monde paysan et d'experts du secteur agricole. Il est question pour eux de rechercher des solutions pour améliorer la performance environnementale de l'ensemble des activités de la chaîne de valeur agricole. Rio 2016, taekwondo, la Côte d'Ivoire, qui n'a remporté qu'une seule médaille d'argent depuis 1984, a fait un coup double vendredi 19 août, qui restera une journée historique pour le sport ivoirien. En une journée, Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé ont décroché respectivement la première médaille féminine en bronze et la première médaille en or. Le président Alassane Ouattara félicite les deux médaillés pour l'honneur fait à la Côte d'Ivoire. Les JO prennent fin ce dimanche. En culture, cette passation de pouvoir chez les Atchans avec Abou Sanogo. C'est la plus grande célébration en pays Atchan, la fête de génération. Les blessés de la catégorie Dongba accèdent au trône. L'initiation du principal guerrier, Fabrice Gbedje, confère à la catégorie sa participation pleine et entière dans la gestion des affaires du village d'Adjamé-Bengeville. Moi, je suis Dubo Agban. Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui sont en train de prouver leur capacité à vraiment participer à la gestion des choses du village. Cela veut dire que très bientôt, moi, je vais céder mon pouvoir. Mais avec la certitude qu'il y a la relève. Dans le pays Atchan, la passation de flambeau d'une catégorie à une autre se fait sans heurts et dans une liesse populaire. En les impliquant dès le départ, malgré leur jeune âge, à la gestion du pouvoir, c'est quelque chose d'assez important. Ça nous interpelle, ça veut dire que nous pouvons puiser dans notre tradition pour pouvoir aujourd'hui avoir des réponses à des questions que nous nous posons nous-mêmes au niveau de nos institutions. Fils du Nord, du Centre, de la Côte d'Ivoire, mais qui me retrouve avec mes frères ébriés, c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. L'unicité ivoirienne, il n'y a rien de tel que ça. Dans l'exercice du pouvoir du peuple Atchan, il y a 4 générations, Blessoué, Nyando, Dugbo et Tchagba. Et chaque génération comprend 4 catégories. La catégorie Dongba, qui accède au trône, est issue de la génération Blessoué et rendra le pouvoir en 2019. Comme nous sommes dimanche, un mot de religion. L'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire a célébré les 40 ans de son premier prêtre ivoirien et le quarantenaire de la paroisse mère de Vridi. Au cours de cette célébration, les fidèles ont été exhortés à l'amour du prochain et à la cohésion sociale. Grâce Kando. 40 ans d'évangélisation, 40 ans au service du peuple de Dieu. L'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire célèbre ses 40 ans d'existence. Occasion pour le premier prêtre ivoirien de la dite Église de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Pour le révérend pasteur Ediemou Blain Jacob, beaucoup a été fait pour l'unité des chrétiens. L'Église de Côte d'Ivoire a son autorité reconnue par l'État et nous sommes avec toutes les autres religions. Ce que nous maintenant, c'est à l'intérieur comment on va s'organiser pour qu'on soit vraiment comme une grande église comme les catholiques. Paix, amour et cohésion sociale ont été les maîtres mots de cette célébration. Regardez la beauté de la Côte d'Ivoire, c'est l'unité dans la diversité. Nous sommes venus, toutes les confessions religieuses, pour entourer notre frère. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est comme l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'arc-en-ciel? C'est l'harmonisation de ses couleurs. Nous allons vers l'émergence en 2020, mais on ne peut pas arriver à cela s'il n'y a pas de paix. C'est le spirituel qui gouverne le physique, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour demander au Tout-Puissant de tendre sa main sur cette nation. Les fidèles ont été aussi exhortés à s'approprier le référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne qui aura lieu bientôt. L'innovation de ce référendum, c'est qu'on introduit un poste de vice-président. Et on introduit également à côté de l'Assemblée nationale le Sénat, qui sont des éléments majeurs qui vous permettent une vraie démocratie, mais également pour permettre une stabilité et une paix durable à notre pays. L'Église du christianisme céleste a été installée en 1951 en Côte d'Ivoire par son fondateur, feu le prophète Joseph Biléou Oshofa.
L'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, elle, est en tournée à l'intérieur du pays. À l'étape de Yamoussoukro, l'apôtre Yao Bio, président de cette église, a développé le thème « La paix intérieure » au profit des fidèles et des autorités de la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Pour cette 8e sortie de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans le Bélier, l'apôtre Yao Bio et les pasteurs qui l'accompagnent ont, à travers le thème « La paix intérieure », prié pour les fidèles et les autorités de la Côte d'Ivoire. Car selon ces hommes de Dieu, les fidèles et les autorités doivent être baptisés du Saint-Esprit et revêtus du sang d'en haut pour régner sur la terre et dans le spirituel et aller de victoire en victoire. Au niveau de la région du Bélier-Gbeke, a vraiment pris de l'envol et les âmes sont sauvées et les âmes sont guéries. Les choses extraordinaires se passent. Dieu continue d'utiliser son serviteur. Dieu a l'œuvre dans la vie de son serviteur. Pour la gloire de l'Éternel, l'apôtre Yao Bio, qui a reçu plusieurs dons des fidèles de l'église de Pentecôte de Yamoussoukro et de Gbeke, a annoncé la construction imminente d'un grand temple doté d'une école biblique et d'une école technique ouverte à tous les hommes de Dieu. L'imposition des mains sur les fidèles par l'apôtre Yao Bio a constitué la séance de délivrance des fidèles lors de cette croisade. À l'étranger, en Turquie, au moins 50 personnes ont été tuées et près de 100 blessées dans un attentat à la bombe en plein mariage hier samedi dans la soirée à Gaziantep, ville du sud-est de la Turquie. L'organisation État islamique est probablement l'auteur de l'attentat, a déclaré le président Erdogan. Le commentaire de Sidonie Davila Waka. La Turquie de nouveau frappée par un attentat. Dans la soirée de ce vendredi 20 août, une bombe a explosé lors d'un mariage qui se déroulait en plein air. Selon une agence de presse turque, un kamikaze s'est mêlé aux invités, composé d'un grand nombre de femmes et d'enfants, avant d'actionner sa charge. La déflagration a fait au moins 50 morts et une centaine de blessés, selon un bilan encore provisoire dévoilé par le gouverneur de la province. Les mariés, eux, blessés, sont hospitalisés. Désormais, leur vie n'est plus en danger, selon l'agence. L'attaque, elle, n'a pas encore été revendiquée, mais la piste du groupe État islamique est visée par le gouvernement turc. Dans un communiqué ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan indiquait que Daesh serait le probable auteur de l'attentat de Gaziantep. Et pour lui, la Turquie ne cédera pas à la provocation que constitue cet attentat. Elle fera preuve d'unité, de solidarité et de fraternité. Il faut rappeler que le sud-est et l'est de la Turquie avaient été également secoués ces derniers jours par 3 attentats qui ont fait 14 morts. Des attaques attribuées par Ankara à la guérilla du PKK. L'attaque de Gaziantep serait la plus meurtrière de toutes celles que la Turquie a connues depuis le début de l'année. L'explosion de Gaziantep survient au moment où le Premier ministre annonce que la Turquie souhaitait jouer un rôle plus actif dans la solution de la crise en Syrie afin de faire cesser le bain de sang. Comme annoncé, nous sommes avec le ministre Paul Kofi Kofi. Il est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle depuis 7 mois. Avec lui, nous allons parler des réformes, en clair, sa vision pour dynamiser le secteur. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Première préoccupation, vous gérez 2 entités, l'enseignement technique et la formation professionnelle. D'abord, l'enseignement technique, qu'est-ce que c'est? Voilà, merci beaucoup. D'abord, je voudrais saisir l'occasion pour remercier encore une fois le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis, n'est-ce pas, le retour dans le gouvernement de façon totale et entière, ce ministère, le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il a compris les enjeux de l'émergence, qui passe par, n'est-ce pas, renforcer le capital humain, dont nous avons une charge. Et ensuite, ma collègue de la communication, et naturellement le directeur général de la RTI. Alors, l'enseignement technique, vous savez que les 2 entités étaient reparties entre 2 anciens ministères. L'enseignement technique, ce sont les formations, ce sont les enseignements qui forment au baccalauréat technique. Vous avez aujourd'hui des lycées techniques où on forme à des baccalauréats techniques
c'est-à-dire le baccalauréat T, le baccalauréat F, qui forment dans les domaines techniques, c'est-à-dire industriels ou commercial. Ils font les bacs G2, la bureautique, les bacs G1, ainsi de suite. La formation professionnelle, ce sont des formations qui donnent un savoir-faire, l'apprentissage d'un métier. Vous avez donc le premier niveau qui est le CAP, qui est le CAP, qui est donc un diplôme qui est, n'est-ce pas, formé après la classe de 5e environ. Et puis vous avez le BT, qui est le brevet des techniciens. Ce sont des formations de niveau secondaire, si on fait une comparaison par rapport à l'enseignement secondaire général. Et puis vous avez le BTS, le brevet des techniciens supérieurs. Aujourd'hui, combien d'établissements sur le territoire national et combien d'apprenants? Alors nous en avons 62 établissements publics, parce qu'il y a le secteur privé, où il y a environ 300 établissements pour le secteur privé, mais l'État de Côte d'Ivoire gère 62 établissements. Alors, je voulais vous rappeler que ces 62 établissements gèrent 35 000 élèves, 35 000 apprenants, alors que pour le secteur privé, nous en avons 65 000. Donc la somme des deux fait les 100 000 à peu près que nous gérons au cours de l'année. Les résultats de fin d'année viennent de tomber. Quel point faites-vous? Ah oui, ce sont des résultats excellents. Voyez-vous, par exemple, pour la formation professionnelle, c'est-à-dire tous les diplômes CAP, BT. Pour le moment, le BTS est en train de se faire. Vous savez que le BTS est reparti en deux entités. Vous avez la partie entrée du BTS. À l'heure où je vous parle, nous avons les candidats qui veulent faire le BTS, qui sont en train de passer les concours d'entrée. Par contre, les examens de sortie sont réalisés par l'enseignement supérieur. Donc, tout ce que vous voyez dans l'actualité aujourd'hui, concernant le problème du BTS, relève de ma collègue de l'enseignement supérieur. Ça a été donc le partage en deux des responsabilités sur le BTS. Vous avez dit des résultats excellents. Est-ce qu'on peut avoir Ah oui. Alors, pour la formation professionnelle, nous avons 73% par rapport à l'année dernière, qui était à 70%. Oui, c'est vraiment excellent, puisque nous avons fait un gros effort. Et puis, n'est-ce pas, pour le baccalauréat, vous connaissez les résultats nationaux, qui sont de 42%. Mais en enseignement technique, on a fait un peu plus, 49%. Et je vais plus loin, puisque dans les établissements publics, nous sommes à 88% pour le baccalauréat. L'année dernière, nous étions à 80%. Voyez-vous, donc les résultats sont encourageants. C'est pour ça, d'ailleurs, nous allons continuer à progresser dans les réformes. Et donc, vous êtes à la tête de ce département depuis le 12 janvier 2016. Aujourd'hui, quel état des lieux? L'état des lieux, nous avons fait un constat qu'il y a du matériel vieillissant. Contrairement aux autres ordres d'enseignement, nous avons des ateliers. C'est intéressant de le noter parce que nous ne formons pas seulement à la connaissance, mais nous donnons un savoir-faire, un métier à nos apprenants. Donc le métier s'apprend souvent dans les ateliers. Il se trouve que nos ateliers sont vieillissants, mais je pense que le gouvernement est en train de s'en occuper. Nous avons élaboré un programme de réhabilitation qui va certainement voir le jour. Et d'ailleurs, au cours du mois de septembre, dans la dernière semaine du mois de septembre, nous allons, n'est-ce pas, démarrer la réhabilitation des lycées professionnels de Jacquesville et de celui de Korogo. Donc, voyez-vous, déjà les efforts ont commencé. Et pour le reste, nous avons des programmes de construction de nouveaux établissements. Je crois que je l'ai déjà annoncé, donc pour montrer que nous avons une vétusté de nos établissements. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que, malheureusement, il se trouve que les enseignants continuent de professer avec des programmes qui sont un peu dépassés, vieillissants, et aussi avec, n'est-ce pas, du matériel dépassé et des curricula qui sont naturellement dépassés, puisque la technologie va très vite et les enseignants n'ont pas eu le temps, les moyens de se mettre en recyclage. Donc, ce sont des questions que nous allons aborder. Nous avons aussi d'autres préoccupations. C'est celui, naturellement, du secteur privé, qui, malheureusement, nous avons encore le phénomène d'écoles boutiques, qui sont des écoles qui s'ouvrent un peu par-ci, par-là, pour lesquelles nous devons assainir ce secteur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, nous avons, naturellement, d'autres préoccupations qui sont ceux des passerelles avec les autres ordres d'enseignement. Donc, ce sont les questions que nous allons aborder au courant de l'année. Et justement, pour redynamiser le secteur, des réformes ont été entreprises. Avant d'en parler, nous allons suivre le reportage de Sita Soro sur le sujet. Redynamiser l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est le vaste chantier qu'a entrepris ce ministère.
Une redynamisation qui passe par la valorisation du facteur capital humain, par la réduction du chômage et la compétitivité des entreprises, des éléments indispensables au développement durable de la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle vision du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle nécessite une réforme engagée en partenariat avec le secteur privé qui permettra de relever les défis qui sont, entre autres, l'accroissement de la capacité d'accueil des établissements professionnels, le rapprochement de l'offre de formation des populations, par ailleurs l'amélioration de la gouvernance du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'impose. Le système rénové permettra de mettre en place des ressources humaines de qualité capables de stimuler l'économie nationale. Pour l'année académique 2016-2017, des mesures ont été prises, notamment l'uniformisation de la nouvelle tenue scolaire. Cette mesure vise à mettre fin à la multiplicité vestimentaire et promouvoir la discipline. Des réformes qui permettront d'améliorer la qualité de la formation et contribueront à la politique de scolarisation obligatoire pour tous. Monsieur le ministre, nous allons commencer par le dernier point, c'est le fait que les apprenants doivent être désormais en uniforme pendant la rentrée qui avance à grands pas. C'est quand d'abord la date de la rentrée scolaire chez vous? Voilà, merci beaucoup. Alors pour la rentrée, vous savez que nous travaillons avec nos deux autres collègues, n'est-ce pas, de l'éducation, et nous avons fixé la rentrée au 19 septembre. Donc le 19 septembre sera la rentrée pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors au cours de cette rentrée, nous allons naturellement commencer par une rentrée solennelle qui se fera le 15 septembre, où nous allons appeler tous les chefs d'établissement, inscrire tous les acteurs du secteur, et cela devrait se faire au cours d'une séance à Bouaké, parce que chaque année, cette rentrée se fait au niveau d'Abidjan. Donc nous voulons un peu décentraliser, nous allons aller sur le terrain auprès des populations, et pour cela nous allons commencer à sortir d'Abidjan, et nous allons commencer donc par Bouaké. Pourquoi en moins d'un mois vouloir changer les tenues scolaires? Non, vous savez que... mieux comprendre. Voilà, vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que nous sommes là pour expliquer. Lors de nos visites, nous avons fait le constat qu'il y avait de nombreuses tenues. Vous prenez un établissement où on forme au CAP, on forme au BT et au BTS. Dans le même établissement, vous avez 3 tenues. 3 tenues. Et quand vous passez à côté un autre établissement, l'établissement voisin, vous avez 3 autres tenues de couleurs différentes, de modèles différents. Donc sur un périmètre d'un seul quartier, vous pouvez trouver 10 tenues complètement différentes, que ce soit dans le secteur public que le secteur privé. Donc pour un main de l'ordre, vous savez que la tenue est un signe de discipline, est un signe de cohésion et aussi un signe de reconnaissance. On reconnaîtra nos enfants, on reconnaît nos enfants par leur tenue. Et la tenue aussi évite que les enfants vadrouillent un peu dans la nature parce qu'ils n'iraient pas à l'école. Donc nous avons décidé d'uniformiser. Et vous savez que lorsque je suis passé dans ces établissements, il n'y a pas un seul chef d'établissement qui n'a pas approuvé le principe d'avoir une tenue réglementaire nouvelle. Donc l'essentiel a été dit et fait, et on nous a laissé l'altitude au ministère qui est en charge de la politique du département de proposer des tenues. Donc nous avons consulté, nous avons fait des propositions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons donc ici devant la nation, n'est-ce pas, rendre public cette tenue. Est-ce que les parents sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à aller sur le marché, à acheter des tenues? Est-ce que les parents sont vraiment prêts à un mois? Je crois que nous allons être suffisamment souples, mais il faut reconnaître que, de toutes les façons, les tenues font partie des instruments de rentrée. La seule chose qui va certainement compter, c'est de prendre de nouvelles tenues, que d'aller coudre les tenues anciennes sur la base d'anciens tissus, d'anciens formats. Nous avons regardé, les prix moyens sont les mêmes. Et c'est pour ça que nous en appelons à la responsabilité des parents et des enfants pour leur dire que la réussite des enfants et le bon enseignement et la discipline des enfants passent aussi par des tenues réglementaires qui aussi relèvent le niveau de l'enseignement. Vous allez voir qu'il est absolument anormal que dans un même établissement, nous ayons pour les mêmes élèves, dans le même ministère, des tenues différentes, avec des couleurs différentes, avec des fantaisies. Et cela, je crois que pour les parents même qui savent ce que c'est que la discipline, je pense que c'est un élément essentiel pour l'Ivoirien nouveau. La tenue était un élément, n'est-ce pas, d'éducation. Est-ce qu'on peut avoir une idée plus claire de cette tenue?
Alors, je crois que dans votre reportage, si l'occasion nous était donnée, que ce reportage puisse passer. En illustration, en illustration. Alors, quelques images maintenant, la réalisation. Voilà. On va essayer de commenter les images pour voir si on peut avoir une idée claire de cette tenue, Monsieur le ministre. Oh, oui. Alors, je crois que ça, ce sont les anciennes tenues ou... Non, ça, c'est la tenue de travail. Elle ne change pas. D'accord. C'est la blouse de travail. Bon, enfin, ce sont les anciennes tenues. D'accord. Voyez-vous, dans le même établissement, vous avez ces tenues. Ça, ce sont les anciennes tenues. J'espère qu'on va y arriver. Voilà, là, on voit les apprenants. Voilà, ça, c'est les apprenants. Oui. Voilà. Quelle serait la couleur? Alors, moi, je peux vous le dire tout de suite. Je crois que l'image va arriver. C'est le bleu. Le bleu. Alors, nous ne faisons rien au hasard. Voilà la tenue. Ça, c'est la tenue, voilà, pour le secondaire. Et pour le supérieur, nous avons mis les trois, mais je pense que l'image qui va venir après va permettre de centrer sur le secondaire. Je crois que ça, c'est les anciennes tenues. Donc, la tenue, comme vous l'avez vu, c'est la tenue bleue. D'accord. Et les garçons, pour le secondaire, c'est-à-dire pour les CAP et les BT, ça sera donc des chemises blanches, chemises manches courtes, chemise blanche, avec le macaron le ministère de l'enseignement technique, formation professionnelle. Et sur ce macaron, on mettra en dessous du macaron le sigle de l'école. L'abréviation, parce qu'il faut qu'on reconnaisse l'école. Et donc, la chemise courte, manche courte, le pantalon bleu nuit, qui sera donc autorisé. Ça, c'est pour les CAP et les BT, tous ceux qui sont dans l'enseignement secondaire. Maintenant, pour le supérieur, c'est-à-dire pour le BTS, ça sera aussi le même type, mais en ce moment-là, on leur autorise à mettre des blazers. C'est-à-dire que les chemises seront des chemises manches longues avec des blazers pour les filles. Et la différence notable, vous avez vu que les filles auront donc ce qu'on appelle les nœuds. C'est des nœuds style très facile à apporter et qui rendent, je crois, qui mettent en valeur, n'est-ce pas, la beauté, oui, parce que c'est un élément essentiel. Des enfants qui vont le porter. Donc, les jeunes filles porteront donc des nœuds. Et puis les garçons. Ça mettra en valeur les apprenants, mais est-ce qu'on tient compte du temps ici? La chaleur, oui, parce avec que des nœuds, des blazers. Le blazer n'est pas apporté systématiquement. Parce que nous avons des cérémonies. Nous préparons les enfants à prendre des responsabilités, à gérer des responsabilités. Quand ils seront en entreprise, à être des chefs de service, des directeurs, il faut qu'ils se mettent, ils apprennent déjà à porter le blazer. Donc, on appelle le blazer parce qu'on peut l'enlever, l'installer quelque part sur une chaise et puis faire le travail. Les jeunes filles également peuvent porter le blazer et enlever le blazer et travailler. Et le nœud est un signe, n'est-ce pas, de discipline et de rigueur, n'est-ce pas, que nous mettons. Alors, on a été suffisamment clair. Je pense que les parents, à la rentrée, quand ils se présenteront, n'est-ce pas, devant les chefs d'établissement, ils auront donc tous les formats qui seront donc présentés à l'entrée devant les chefs d'établissement, puisque nous allons faire la vulgarisation de cette tenue-là. Monsieur le ministre, autre réforme, c'est la construction des technopoles. C'est quoi ce projet? Oui, alors, dans notre schéma de construction des établissements, nous avons adapté le schéma à deux variables essentielles. D'abord, la variable locale, c'est le découpage administratif du pays, mais aussi la variable économique. Alors, sur la variable locale, nous partons donc des districts, n'est-ce pas, des régions et des préfectures, ainsi que des communes et des sous-préfectures. Alors, au niveau des districts, nous faisons des lycées techniques et professionnels, puisque le président de la République a décidé de faire 12 universités. Donc, nous faisons face aux 12 universités. Pour avoir des correspondances, nous faisons des lycées techniques et professionnels. C'est-à-dire qu'ils vont faire à la fois l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et puis, vous avez la partie des régions où nous faisons des lycées professionnels. Et puis, la partie des départements, nous faisons des centres de formation professionnelle. Alors, il se trouve que dans les grandes villes, il y a des zones industrielles qui ont été créées. Par exemple, à Abidjan, vous avez 4 zones industrielles. Vous avez une zone à Avridi, vous avez une zone à Yopougon, vous avez une zone également qui se trouve à Marcory-Koumassi. Donc, au niveau de chaque zone industrielle, pour alimenter en termes de main-d'œuvre qualifiée les entreprises, les usines, nous développons des technopoles qui sont en fait
des concentrations d'établissements de formation professionnelle sur un même espace. Par exemple, à Yopougon, nous envisageons, puisque nous avons à Yopougon 7 établissements réunis sur 40 hectares, nous avons 2 lycées professionnels, ceux qui vont à Yopougon, côté le marché Gouro, comme on l'appelle, vous allez voir 2 établissements, 2 lycées qui sont face à face. Et là, nous allons regrouper l'ensemble de ces lycées. Mais l'avantage, c'est qu'il y aura une résidence, un peu de style universitaire, une résidence avec un espace, ce qu'on appelle les incubateurs, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des ateliers pour permettre dans la zone des entreprises qui veulent produire, venir chez nous pour produire, n'est-ce pas, leurs biens et services. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup à dire sur les réformes, sur votre vision, votre message à l'endroit des apprenants et des parents d'élèves pour terminer. Voilà, alors, je crois que pour la rentrée, il y a de l'innovation. Une de ces innovations essentielles est la tenue. Nous mettons une nouvelle tenue pour remobiliser ce temps d'enseignants, mais aussi pour recréer la discipline et ramener la cohésion en son sein. Au-delà de la tenue, nous avons le souci de commencer déjà à prendre en compte les jeunes enfants qui viennent des écoles primaires, qui n'ont pas pu achever, qui n'ont pas pu franchir la barrière du CM2, commencer déjà par expérimenter le principe des classes préparatoires. Nous avons aussi la formation en alternance, c'est-à-dire que des enfants dans la journée, dans la semaine, ils vont en entreprise pendant 4 jours, n'est-ce pas, pour travailler, pour apprendre le métier, et 2 jours à l'école. Alors, donc, nous allons expérimenter tout cela, et puis l'assainissement du secteur privé. Donc, tout cela va être lancé, ce sont des chantiers que nous allons lancer, pour certains en expérimentation, pour d'autres, nous allons donner les moyens de pouvoir y amener pour que, à l'horizon 2020, véritablement la Côte d'Ivoire soit émergente, avec une main-d'œuvre qualifiée pour, n'est-ce pas, affronter le chômage. Merci, M. Paul Kofi Kofi, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle depuis plus de 7 mois. Avec vous, nous avons parlé des réformes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des réformes sur lesquelles la Côte d'Ivoire peut compter pour atteindre l'émergence en 2020. Pour cette rentrée académique 2016-2017, vous avez décidé que les apprenants soient en uniforme. Merci, M. Paul Kofi Kofi, d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette édition supervisée par Adama Kone. Merci de votre fidélité.